présentation. On va aborder on va regarder les choses presque à l'extrême. Ce que je vais vous présenter, c'est surtout ce qu'il faut faire quand on a des très très grands voyages. Évidemment, c'est là où on va pouvoir avoir les plus grandes difficultés. Si vous n'avez que des petits voyages à faire, ça va au moins peut-être participer à votre réflexion. Mais encore une fois, les choses sont tirées à l'extrême quand on prend ce genre d'engin-là et qu'on s'en va à l'autre bout de l'Europe. C'est là où c'est compliqué. Je ne sais pas si vous mesurez bien. J'imagine que les gens de chevaux, c'est comme ça que je le faisais, que je le voyais avant, on s'occupe plus de là où on va que du voyage. Et le voyage, c'est pas obligatoirement quelque chose auquel on pense. Intuitivement, on pense à la dépense physique qu'on va avoir pendant le voyage, mais après le voyage pour la compétition, mais je ne suis pas sûr que les gens identifient à chaque fois que le voyage, c'est quand même, pour le cheval, un vrai effort, notamment postural. Et quand on regarde comment les chevaux sont disposés dans les camions, Denis Burger ce matin en parlait, je crois, vraiment que ce soit Constance, mais la place dans le camion, le sens de la marche, ou le sens dans lequel le cheval est mis, et pas toujours le bon. Dans ces camions-là, les chevaux ils sont en latéral, les coups de frein, les accélérations et tout ça, ils se les prennent quand même, il faut qu'ils les compensent. Et à chaque fois, et sur des temps très longs, ça peut quand même occasionner un effort assez important. Et puis bien sûr, c'est un stress parce que le bruit, parce que tous ces facteurs-là, parce que les congénères qu'on met à côté, notamment si vous faites du concours et que vous avez beaucoup de chevaux à emmener, il y a toujours, quelquefois, femelle, je ne sais pas si ça marche, ouais. Et voilà, et toute cette cohabitation dans le camion n'est pas toujours évidente. On essaye de voir ce qu'il y a comme risque et ce qui constitue des défis à relever, et puis après on essaye en pratique d'y faire face. Bien sûr, comme on vient de le dire, il y a une contrainte spatiale et il y a tous les mouvements du voyage à gérer. Et le cheval, il va pouvoir passer des temps extrêmement importants dans le camion, et ça va être un temps où sa façon de s'alimenter va être très très dégradée. Et il va falloir aussi occuper ce cheval pendant ce trajet. Le cheval mange quand il est calme, et le fait de manger le calme aussi, en tout cas l'occupe. Et donc on va être amené quand même, c'est l'un des principaux points, parce que je ne vais pas m'improviser en expert de conduite, mais je vais m'occuper de ce que je connais un peu. En gros, on va avoir, grâce à la nourriture, à l'alimentation, on va avoir quand même quelques leviers pour occuper ce temps qui est, comme pour nous, subi. Donc on va avoir à la fois l'occupation pendant le voyage et aussi pendant les pauses, parce que vous savez que si vous prenez des gros porteurs, comme on a vu tout à l'heure, il y a toutes les contraintes liées, réglementaires de pause, de temps de conduite et de pause, et toutes ces pauses-là, il faut les gérer. De la même façon que si on part très loin, il y a toujours des étapes, c'est-à-dire que il y a une journée ou une nuit, par exemple, de trajet, et on laisse le cheval se reposer quelques heures dans un endroit, dans une écurie qu'on a pour faire une étape. Et dans ce cas-là aussi, on va pouvoir s'intéresser à ce qu'on leur donne à manger et comment on le fait. Le but, c'est de limiter le stress en occupant le cheval, bien sûr. On va avoir aussi tout un aspect digestif à voir, parce que le cheval ne va pas pouvoir s'alimenter normalement, il ne va pas pouvoir non plus s'abreuver normalement. Et on a un gros risque de déshydratation avec, par exemple, la venue de coliques de stase. En gros, le cheval a un troisième secteur, ça sera important parce qu'on le verra aussi cet après-midi. Le cheval a un troisième secteur, il a le volume de sang circulant, et il a aussi un volume d'eau, une réserve d'eau qui est dans son gros intestin, et qui est qui est proportionnelle à la quantité de fibres et la quantité d'eau bu et la quantité de fibres qu'il a ingéré. Et donc il va pouvoir déshydrater ce contenu digestif pour se refaire un peu de volume sanguin. En gros, c'est une réserve. Et cette réserve-là, elle va nous être utile beaucoup quand on va essayer d'avoir une performance derrière, dans les jours qui vont suivre ce voyage. Si mon contenu digestif se déshydrate, notamment dans les parties terminales du tube digestif, se déshydrate beaucoup, on peut avoir une stase, un bouchon, et donc une colique. Et donc, vu que mon cheval ne va pas pouvoir boire, en tout cas pas autant qu'il pourrait, normalement, on a un risque de stase qui est
et de déshydratation qui est quand même important. Étant donné qu'il ne va pas pouvoir manger autant qu'il pourrait manger, on a une consommation qui sera moindre de fourrage, et donc on aura la déclinaison de tout ce qui est la conséquence d'une consommation moindre de fourrage, c'est-à-dire, en gros, un risque accru aux ulcères, parce qu'un estomac de cheval, ça ne tourne pas à vide, il faut toujours que ça mange, toujours que ça soit plein. Et donc, la quantité de fourrage que vous allez pouvoir, que le cheval va réellement consommer durant le trajet et durant cette période de voyage va être plus faible que ce qu'elle serait en temps normal. Et donc, si vous compensez avec des céréales, ou même si vous laissez la quantité de concentré identique à celle que vous aviez à la maison, vous avez un surrisque, notamment d'apparition d'ulcères ou de diarrhée, en tout cas de dysmicrobisme. Et puis il y a aussi l'anorexie qui est liée au stress. C'est pas un moment où le cheval, même s'ils sont quelquefois rompus à cet exercice-là, c'est pas un moment où le cheval va de lui-même avoir une consommation qui est dingue. Il y a tout ce qui est l'aspect de troubles respiratoires, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que, encore une fois, on ne les met pas dans des conditions, enfin, même si on essaye de faire super bien et que les camions sont très jolis, on ne les met pas toujours dans des conditions qui sont excellentes. Notamment, les conditions d'aération des camions ne sont pas formidables. Et vu qu'on va essayer de leur donner du foin pendant le trajet, il va falloir faire attention à toute la gestion de la poussière et des troubles respiratoires qui peuvent être liés à ce fourrage-là. Et il ne faut pas oublier non plus qu'il y a toute une chaleur importante dans les camions. Enfin en tout cas qu'il peut y avoir une chaleur importante dans les camions, notamment due à la proximité de tous ces animaux et toute cette chaleur animale qui est là. Qu'en règle générale, on essaye de les... Enfin, souvent les gens les couvrent, parce qu'il fait froid quand on part, mais en ne voyant pas toujours l'augmentation de la température pendant le voyage. Et qu'il y a un effort musculaire qui est constant, enfin en tout cas qui est fréquent, et que donc la température corporelle du cheval monte. Et tout ça fait qu'on a une atmosphère confinée. S'il y a un peu de poussière là-dedans, ça peut faire des catastrophes. Et les fièvres de transport ne sont que l'expression de cette catastrophe-là. Donc il faut quand même essayer de réfléchir à ça aussi. Et puis dernier point, c'est encore une fois, c'est le but du voyage. Ça va être vraisemblablement la compétition derrière. Et donc il faut essayer quand même de ne pas brûler trop de cartouches pendant le transport et de préparer la mise en place de l'exécution de la performance derrière, avec une période qui peut être plus ou moins longue où le cheval n'aura pas mangé comme il aurait dû manger et il n'aura pas bu comme il aurait dû boire. On regarde comment on se débrouille pour essayer de limiter au maximum la casse. Il me semble logique de voir le transport avec une journée d'avance. La veille, la journée est normale, en tout cas pour ce qui est du repas. Admettons par exemple qu'on se mette dans le cas d'un départ le matin de bonne heure. Le repas de la veille au soir, il est normal. Alors, je vais considérer que les rations que vous distribuez chez vous sont raisonnables, c'est-à-dire en gros énormément de fourrage disponible et une quantité raisonnable, voire limitée, de concentré. Et dans ce cas-là, on laisse le cheval manger normalement et on laisse manger son foin. Encore une fois, le troisième secteur, la réserve d'eau dont je vous parlais tout à l'heure, qui va être excessivement importante, elle doit se constituer et elle doit être alimentée perpétuellement. Donc plus votre cheval va manger du foin et plus votre cheval va avoir accès au fourrage, plus il va pouvoir se constituer cette réserve. Le repas du départ est léger, c'est pas la peine d'aller faire des grosses rations pour prévoir l'excès d'effort qui va être fait pendant le voyage. Au contraire, il faut essayer de rester léger sur les concentrés. Une demi-ration me semble pas, si vous voulez avoir des grandes idées dans la tête, c'est pas mal. La moitié de ce que vous distribuez actuellement, normalement, ça semble bien. Humidifier, c'est pas plus mal parce que plus vous allez, si vous humidifiez votre ration, vous allez en augmenter le volume, vraisemblablement. Après, ça dépend de la nature de ce que vous distribuez, mais grosso modo, vous allez en augmenter un peu le volume. Vous allez aussi faciliter sa digestion et vous n'allez pas vous retrouver avec un cheval qui a mangé une quantité importante de concentré et qui va avoir un accès au fourrage faible durant le trajet. En gros, vous allez limiter légèrement, contribuer à limiter les problèmes de dysmicrobisme futurs. Pour ce qui est du déplacement en soi, quand on roule, la seule chose qu'on peut donner, c'est du foin.
et on fait hyper attention au foin qu'on distribue. Alors, encore une fois, on va se retrouver dans une atmosphère confinée, avec un taux d'humidité qui n'est pas géré, avec une aération qui est pas toujours optimale, même franchement pas toujours, souvent pas optimale. Donc on essaye d'avoir le foin le plus propre possible. Si vous avez eu, si vous m'avez déjà entendu, vous auriez, la qualité du foin, c'est la base de tout, et il faut avoir un foin le moins poussiéreux possible. Ça dépend de la récolte, c'est le travail de l'homme qui fait que le foin est poussiéreux ou non. Et il faut avoir le foin de la meilleure qualité possible. Mais alors là, dans cette atmosphère-là, c'est encore autre chose, c'est encore plus dur. Donc soit vous avez du foin qui est exceptionnel, et dans ce cas-là, vous le mettez là, et vous avez de la chance. Soit vous faites appel à une machine, style un steamer, le Again par exemple, et vous prenez du foin qui a déjà été passé dans la machine pour le mettre à disposition des chevaux. Ou alors vous le mouillez, peu importe, ce qu'il faut, c'est contrôler la poussière. L'enrubanné peut être une solution, je ne suis pas un fanat, mais l'enrubanné peut être une solution à ce moment-là. Les foins enrubannés que vous achetez sous vide peuvent être aussi une solution. Du foin dépoussiéré, je ne sais pas, ce que vous voulez, mais en tout cas, le minimum de poussière possible. Et vous distribuez du foin à vos chevaux dans des filets à petite maille. Ça limite un peu... on peut voir ça de deux façons différentes. Soit on peut dire mon cheval, et c'est aussi l'observation du cheval qui compte, soit votre cheval est un bon consommateur et finalement le trajet ne l'embête pas, et dans ce cas-là, vous pouvez mettre des plus grosses mailles parce que plus il prendra de foin, mieux ça sera. Ou alors, l'inverse de ce que je voulais dire, pardon, s'il mange très bien, vous pouvez plutôt essayer de le ralentir, et s'il ne mange pas beaucoup, vous pouvez laisser des grosses mailles, c'est pas important. L'essentiel, c'est qu'il s'occupe, qu'il ait du foin tout le temps, et qu'il se décontracte avec. Et encore une fois, on gère la poussière parce que autrement ça fait des catastrophes. Pendant les pauses, c'est pareil, on distribue humide. Un cheval, ça boit entre 35 et 50 litres d'eau par jour. C'est proportionnel à la quantité de matière sèche qu'il a ingérée, c'est proportionnel aussi à son poids. On ne donne pas de nourriture humide pour les réhydrater, bien que ça fasse un apport, mais on donne surtout une nourriture humide pour compenser les effets d'une déshydratation. C'est-à-dire que si vous... mais uniquement au niveau sensoriel. Si vous avez très soif et que vous avez la bouche sèche, le cheval ne va pas obligatoirement manger énormément. Alors que si vous lui distribuez de l'humide, il va augmenter sa consommation parce que c'est humide. Encore une fois, le but n'est pas de le réhydrater, le but est juste de le déclencher et d'enclencher un mouvement positif. Bien sûr, vous essayez d'avoir des ingrédients les plus appétants possibles. Vous ne changez pas la nourriture. On verra après cet après-midi sur les concours, mais vous ne changez pas la nourriture. C'est de la nourriture que vous leur donnez habituellement et que vous savez être appétante pour eux. Et vous gérez des quantités qui sont raisonnables. Le but, encore une fois, ce n'est pas vraiment de les nourrir, ce n'est pas l'apport énergétique qui va compter, c'est juste d'occuper, de divertir et de garder une sorte de niveau de base de consommation qui soit à peu près constante sur la journée. Et surtout, vous abreuvez. La très mauvaise idée, alors on va le voir après, on pourrait en discuter après, mais la très mauvaise idée, par exemple, c'est de mettre des électrolytes. Faut pas. Des électrolytes, c'est bien quand l'eau est très disponible. Mais si on mange une raclette ce soir et que je vous enlève votre bouteille d'eau pour la nuit, vous allez être malheureux. Et ben, c'est pareil pour lui. Là, ce n'est pas un moment où il va boire beaucoup, donc les électrolytes, ni avant, ni après. Non, on donne à boire le maximum. Et vous verrez, et vous le savez d'ailleurs, la consommation d'eau sera inférieure à celle qu'il aurait eue s'il avait été chez lui. Pour ce qui est des étapes, pour le coup, encore une fois, toujours la même chose. On considère que le foin doit être l'aliment qui doit être le plus consommé, toujours pour mon troisième secteur, pour l'équilibre digestif, pour tout. On reste sur des repas relativement légers. Des demi-doses ne sont pas complètement idiotes. Et étant donné qu'on va avoir une performance à établir plus tard, on essaye quand même, et alors c'est pour ça qu'on l'anticipera après, je vous le dirai, mais on essaye quand même, d'utiliser les lipides pour le coup, parce que vous allez avoir un gros apport de calories avec une place prise qui est très faible, donc ça va laisser beaucoup de place pour le foin.
Et ça va vous permettre quand même d'avoir des apports énergétiques qui sont quand même cohérents avec la dépense et la dépense qu'il y aura dans les jours qui vont suivre. Donc c'est à ce moment-là qu'on peut commencer à qu'on peut commencer à utiliser l'huile en grosse quantité. C'est pas gênant, même s'il y a 2 jours de trajet. À l'arrivée, situation normale, tout de suite, pas de problème. Si tout a été bien fait avant, pas de problème. Encore une fois, du foin, on reste sur des rations normales et on s'intéresse au concours ou à la course. Et on gère toujours l'abreuvement. Encore une fois, même ici, pas d'électrolytes. De toute façon, les électrolytes ne devraient pas exister. Donc les points les plus importants, vous essayez d'avoir du foin tout le temps pendant le trajet, mais du foin le plus propre et sans poussière possible pour essayer de ne pas être délétère, enfin en tout cas, oui, ne pas être, pardon, j'ai pas mes mots, enfin voilà, pas faire mal au cheval. Le foin, c'est extrêmement important. L'abreuvement doit être un souci constant. Encore une fois, ça sera un des facteurs de moindre performance pour après. Et c'est ça qui va... L'abreuvement, la déshydratation, c'est ce dont il faut se méfier le plus et ce qui impérera le plus la performance derrière. Vous essayez de distribuer humide avec du son, par exemple, ou des barbotages, enfin en tout cas de la nourriture humide à partir du moment où le cheval est dans le camion, c'est pas mal. Et vous utilisez l'huile végétale parce que, encore une fois, vous allez pouvoir compenser cette moindre consommation d'aliments globale par un surapport énergétique avec les lipides. C'est pas anodin de transporter un cheval, ça se réfléchit, ça se réfléchit. Il y a aussi beaucoup d'expérience. Il y a des gens qui sont rompus à ça, et les chevaux sont rompus aussi à ça quand ils ont beaucoup d'heures de voyage. Mais c'est pas quelque chose d'anodin. La réhydratation intraveineuse après le trajet, qui est quelquefois utilisée en concours, enfin, sur des chevaux qui sont vraiment très déshydratés et compagnie, est toujours possible, mais autant l'éviter et essayer de mettre tout ce qu'il faut en place avant, pendant le trajet, pour qu'on ait une déshydratation qui soit la moins importante possible. Quand c'est possible, personne ne le fait, hein, mais quand c'est possible, si vous avez moyen d'avoir un délai relativement, assez conséquent entre l'arrivée et la course, ou l'arrivée et le concours, c'est pas mal. Encore une fois, c'est jamais véritablement possible, mais c'est comme ça qu'il faudrait faire. Encore une fois, le transport, c'est pas rien du tout.